Merci d'avoir Avec plaisir. l'exercice. Je vais vous demander donc déjà de vous présenter professionnellement, de savoir un petit peu ce que vous faites et ce que recouvre votre métier. Et puis de nous dire ce qui vous a amené à faire ce métier. Comment vous en êtes arrivé à travailler sur ce site? Alors, je m'appelle Sandrine Descaves, je suis chef de l'antenne Cosgorge. En fait, je suis technicienne de l'environnement. J'étais auparavant agent technique. J'ai donc travaillé au Parc National de la Vanoise en premier, puis donc au Parc National des Cévennes depuis 2001. Sur l'antenne Égoal du parc, et puis donc depuis 2 ans j'ai un poste de chef d'équipe, en fait c'est ce que revêt le terme chef d'antenne, donc sur la zone Cos et Gorge du parc national des Cévennes. Donc à l'origine je suis fille d'agriculteur. Je tiens à le dire, si ça me vient à l'esprit, et je le dis à chaque fois, c'est parce que ça me tient à cœur. Voilà, c'est un peu de là que tout est parti, pourquoi j'ai voulu m'intéresser à la nature. J'étais beaucoup dans la nature à l'origine, donc voilà, petite auprès des vaches. Moi, j'étais dans le Cantal. Et puis, j'ai découvert la nature comme ça par moi-même, et je dirais que j'avais des connaissances plus de l'ordre du ressenti et de ce que j'avais vu par moi-même, mais pas forcément dans les livres ou étudiés, ou etc. Et donc de ce que je vivais aussi à la ferme avec mes parents ou mes grands-parents. Et puis donc après, du coup, je me suis orientée sur un BTS gestion et protection de la nature à Neuvic, donc voilà, toujours dans le coin. Ensuite, j'ai quitté la partie études et je me suis engagée comme stagiaire bénévole à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, au CNERA Faune de montagne dans le Caroux-Espinouse, donc sur la problématique des mouflons et l'interaction avec les touristes et avec les autres activités sur le territoire. Et là-bas, j'ai été embauchée en fait en tant qu'agent de développement local, donc voilà, pour travailler sur à la fois la conservation des mouflons sur site et le développement touristique, que ce soit le développement de l'activité cynégétique touristique ou d'autres formes d'activités touristiques, donc en compatibilité avec la population de mouflons introduite pour le coup. Voilà, et puis j'ai passé le concours des parcs nationaux dans la foulée, et voilà, donc on revient au départ. Donc déjà, vous voyez au niveau de mon parcours qu'il y a une forte relation, on va dire, entre ce que j'ai vécu et quand j'étais plus jeune, donc la relation homme-nature au travers de l'agriculture en zone rurale, et de moyenne montagne, et puis le métier que j'exerce aujourd'hui, et la fonction que j'exerce aujourd'hui au Parc National des Cévennes. Et en plus, vous avez une expérience déjà de lien entre la faune sauvage et la cohabitation avec différents types de populations, notamment touristiques. Oui, donc là, c'est vrai que ça a été un peu le hasard au départ. Bon, après, j'avais 2 possibilités de stage, et c'est vrai que j'ai choisi celle où il y avait le plus où on travaillait sur le lien homme-nature, ou interaction de l'activité humaine avec la nature. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est pour ça que j'ai choisi de venir au Parc National des Cévennes. Comme je vous l'ai dit, j'avais commencé en Vanoise, j'ai apprécié le parcours en Vanoise, et il a été très formateur, mais je suis venue ici par conviction. Voilà, parce que c'est un parc habité où il y a des activités et de manière relativement importante en cœur de parc, et la problématique ou la mission du parc est de concilier les deux. C'est pas toujours chose facile, mais globalement je pense que le parc s'en sort pas si mal depuis 40 ans, et donc voilà, il y a un challenge ici qu'il n'y a pas forcément, ou qu'il n'y avait pas dans les parcs nationaux à l'époque. Maintenant, il y a de nouveaux parcs créés avec une problématique un peu similaire, et c'est ce qui m'intéresse. D'accord. Donc là, du coup, on va embrayer directement sur les vautours, puisque c'est le sujet de notre rencontre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc déjà l'historique de cette présence, depuis la réintroduction jusqu'à aujourd'hui, l'évolution déjà des espèces présentes, et puis de leur nombre, et éventuellement de leur comportement, puisqu'apparemment il y a eu une évolution là-dedans. Alors la réintroduction, l'idée en fait a germé officiellement, on va dire, dans les fin des années 60, et plus précisément l'année 68 a été une année de démarrage, voilà. Donc là, c'est plutôt des passionnés qui ont eu cette idée. Donc
Voilà, il y a les frères Terrasse, il y a Monsieur Brosselin et d'autres qui ont émis le rêve, on va dire, de revoir un jour voler des grands rapaces, et notamment des vautours, dans le ciel des gorges et des grands cosses, qui étaient plutôt déserts à l'époque, puisque depuis les années 40, il n'y avait plus de vautours, donc l'espèce avait disparu, vautour fauve, et avant même le vautour moine et le vautour percnoptère. Donc vautour moine, on estime que ça date de la fin du 19e siècle, la disparition. Donc l'idée en 1968. En 1971, il y a 4 jeunes vautours fauves qui sont lâchés, donc des jeunes issus, donc des jeunes volants hein, bien sûr, issus de centres de soins ou de zoos, des jeunes en fait en perdition, on va dire, récupérés sur les Pyrénées et notamment l'Espagne. Cette première réintroduction est un échec. Pourquoi ? Parce qu'on a lâché des jeunes, donc on le sait rétrospectivement, voilà, avec toute l'expérience des collègues qui m'ont précédé sur ce dossier-là. En fait, on a lâché des jeunes dits erratiques, c'est-à-dire que les jeunes vautours prospectent largement et vont voir tous les territoires possibles et recherchent en général des colonies déjà installées, des colonies de vautours fixées, pour s'installer à leur tour. Donc les 4 vautours, en gros, sont repartis. Alors, je crois que c'est pas les 4, il doit y en avoir 3 qui sont repartis et il y en a un qui s'est fait tirer. À ce moment-là, les scientifiques et les passionnés, l'association donc, qui était basée pour ce projet-là, donc, c'est-à-dire le Fonds d'intervention pour les rapaces, donc FIR, qui est devenu la LPO, Ligue pour la protection des oiseaux maintenant, et en association avec le Parc national des Cévennes et des scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle, ont repositionné leur point de vue et ils ont mis 10 ans à trouver la solution. Donc en 1981, de 1981 à 1986, la réintroduction s'est faite avec 111 vautours fauves lâchés et là une réussite. Donc pendant ces 10 ans, en fait, d'une part, ils ont reconsidéré la question de la réintroduction, c'est-à-dire que quand on décide de réintroduire une espèce, on se pose la question, est-ce que les conditions écologiques sont toujours favorables à l'accueil de cette espèce ? Donc c'était le cas au niveau relief, au niveau des mouvements en fait, qui permettent le vol pour les vautours. Donc on est toujours une montagne du sud de la France, donc avec ses capacités aérologiques qui permettent le vol. Il y avait la capacité en accueil au niveau nidification, au niveau des falaises, et puis il y avait aussi de la disponibilité alimentaire, alors là plus ou moins, parce que la réglementation de l'époque, théoriquement, disait que tout cadavre supérieur à 40 kg dans les exploitations devait être équarri, donc vers un système industriel pour une incinération. En fait, dans la réalité des choses, quand les troupeaux sont dans les pâtures en été, il y en a qui meurent dans les pâtures, donc toutes ne sont pas forcément transmises, donc il y avait quand même cette disponibilité alimentaire. Donc les conditions écologiques étaient présentes. La difficulté, c'était la méthode, donc il fallait plus lâcher de jeunes. Donc ils ont mis au point un autre système, ils ont mis en place en fait des volières dans les gorges, à proximité du dernier site où il y avait eu reproduction de vautours fauves connus. Et ces jeunes en volière donc, se sont d'une part acclimatés à l'ambiance, à l'environnement de leur lieu de naissance en quelque sorte, qu'ils ont assimilé à leur lieu de naissance. Donc c'était toujours des jeunes venus d'Espagne ou Pyrénées, de zoos ou en difficulté sur place. Et donc ces jeunes dans les volières ont commencé à former des couples en vieillissant. Et donc une fois qu'ils ont été relâchés à partir de 81 pour les premiers, ils ont tout de suite été dans l'environnement qu'ils avaient connu depuis le début, donc ils étaient plutôt intéressés pour rester là. Et l'événement important, c'est qu'en fait, il y avait une forme de fixation, puisque c'est une espèce grégaire, et ils voyaient d'autres individus toujours dans les volières, donc la réintroduction a été une réussite à partir du moment où on a trouvé ce système-là. C'est un système qui a été reproduit depuis pour d'autres espèces, comme le condor en Amérique. Donc les scientifiques sont venus voir. Donc je reviens aux conditions nécessaires à ce que cette réintroduction soit une réussite. Il y avait donc tout ce qui était écologique et la méthode, et là on voit qu'on a trouvé le système. Et puis il y avait un autre point important,
qu'on regarde systématiquement maintenant dans les réintroductions, même dans le cas d'introduction, c'est les conditions d'acceptation sociale. Donc, est-ce que les conditions qui ont causé la disparition de l'espèce ont été annulées, n'existent plus, et donc permettent le retour de cette espèce. Et donc, dans ces conditions-là, il y a le niveau d'acceptation sociale. Et donc, pendant ces 10 ans, les agents ont travaillé sur la technique, mais ont aussi travaillé beaucoup en communication avec les agriculteurs, essentiellement, du Cosméjean, pour faire passer le message de réintroduction des vautours et comment le percevez-vous, à quoi ils servent, ils sont nécrophages stricts, etc., etc. Et donc le tir du jeune qui avait eu au départ s'est pas reproduit, enfin cet événement-là, ce type d'événement ne s'est pas reproduit sur les autres lâchers. Pardon, je vous interromps, oui. Mais du coup, parce que le tir du jeune, là, du 4e jeune, est-ce qu'il y avait un lien avec la perception d'autrefois qui a amené à la disparition des vautours, tout à fait. Donc en fait, j'ai plus exactement les informations très précises là-dessus, mais de mémoire, c'était un chasseur qui l'avait tiré en fait, et c'est vrai que une des causes de déclin principales, ça a été les armes à feu et le fait que c'était vu comme des trophées, que ces animaux soit servaient peu, soit pouvaient être chassés à l'époque. Donc dans les années 40, il n'y avait pas de notion de protection. Et puis aussi sur les derniers siècles, on va dire, il y avait une dégradation de la perception de ces espèces par les hommes. Donc une perception plutôt négative associée à la mort, etc. Donc les armes à feu les armes à feu et le poison ont été un coup de semonce en fait à ces espèces et à d'autres, les rapaces aussi, par rapport soit à la compétition qui représentait pour l'homme, soit à la perception négative qu'on pouvait en avoir. Et la perception négative, c'est vraiment le rapport à la mort plus que vraiment des attaques réelles, quoi. C'était pas. Oui, alors on a peu d'écrits quand même là-dessus, donc c'est difficile de dire. Mais c'est vrai que de ce que les gens nous rapportent par rapport à ce que leurs grands-pères, leurs grands-parents pouvaient ou leurs arrière-grands-parents pouvaient leur dire, il semblerait que la notion d'attaque, comme les entendent certains éleveurs aujourd'hui ou certains médias, n'était pas un problème. Il y a quelques témoignages, pas ici mais dans les Pyrénées, qui sont traduits de manière écrite, donc qui datent du 19e siècle, où des bergers témoignent d'animaux vivants mais mal en point, et où le berger dit je sais que ça c'est la part des vautours. Voilà, et où ça pose pas de difficultés particulières. Par contre, on a quelques retours donc oraux, donc d'agriculteurs actuels qui nous disent voilà, moi mes grands-parents, mes arrière-grands-parents me disaient qu'avec les vautours il y avait quand même une difficulté comment dire, ils salissent l'eau en fait des zones où vont s'abreuver les troupeaux. Et ça, c'était une difficulté qu'ils avaient relevée. Et donc, je sais que, en tous les cas, ces gens-là nous rapportent des moyens qu'ils avaient mis au point pour détruire les vautours quand ça leur posait problème. Donc, par exemple, avec des appâts dans des sottes, des petites dolines, avec des pentes assez raides, où ils mettaient une brebis morte, les vautours descendaient et ils ont des difficultés à remonter quand ils sont un peu plus lourds et ils doivent remonter la pente pour reprendre leur envol, et à ce moment-là, à coups de bâton, ils achevaient les vautours. Voilà. Donc, mais c'était plus, et on le retrouve à l'heure actuelle, on en reparlera, cette forme ce problème-là qui est le plus prégnant en fait, et le plus réel quoi, pour un certain nombre d'éleveurs, et auquel on peut remédier de manière technique. Alors pour continuer par rapport à votre première question sur l'évolution de la population, donc en fait fin 86, le programme de réintroduction des vautours fauves s'achève, dans le sens où il y a reproduction dans la nature, la population évolue bien et elle n'a pas de difficultés particulières, donc on arrête les lâchers. Par contre, on continue de travailler en termes de gestion sur l'espèce par rapport à sa nourriture, donc à la disponibilité alimentaire.
Et donc jusqu'en 86, en fait, les vautours étaient nourris avec des restes de boucherie, en fait, qui étaient récupérés par le parc ou la LPO et qui étaient disposés sur des charniers avec l'autorisation des services vétérinaires. À partir de 87, on commence à ramasser dans les exploitations les cadavres des exploitations pour les mettre à disposition des vautours. Donc on commence à recréer le lien vautour et élevage. Donc ensuite, en 98, il y a, suite à un certain nombre d'études qui sont faites, demandées par la LPO et en association avec le parc, un certain nombre d'études sont faites pour démontrer que les vautours sont ce qu'on appelle des cul-de-sac épidémiologiques, c'est-à-dire qu'une fois que le cadavre est ingéré par des vautours, le passage dans les différents niveaux de pH dans les intestins fait que les microbes, virus, bactéries et autres sont totalement dégradés. Donc ça va asseoir la demande d'avoir un système dérogatoire pour ce qu'on appelle des placettes d'alimentation pour rapaces nécrophages, c'est-à-dire des emplacements sur chaque exploitation agricole qui le souhaite, avec une autorisation préfectorale, donc encadrée par les services vétérinaires, où l'éleveur peut déposer tous les cadavres de son exploitation. Donc c'est mis en œuvre dans les années qui vont suivre. Et donc au niveau des vautours fauves, actuellement, donc en 2013, début 2013, on est à 390 pontes connues, référencées. Et donc ça veut dire on estime que le nombre de pontes, c'est à peu près le nombre de couples reproducteurs. C'est la même méthode qui est appliquée depuis 30 ans, donc c'est relativement fiable et on est relativement exhaustif dans notre façon de prospecter. Donc voilà, c'est une population qui se porte bien, tous les indicateurs sont au vert. Déjà en 1987, suite à la réintroduction des vautours fauves et au fait que cette population de vautours fauves progresse et s'intègre bien localement, tout se passe bien, il y a un retour naturel qui est le retour de l'espèce vautour percnoptère d'Égypte, donc qui revient s'installer. Alors lui, il est à des très faibles effectifs. Donc actuellement, on est à 3 ou 4 couples reproducteurs selon les années, avec très peu de jeunes à l'envol, en général 1, souvent 0. Et là, c'est une autre problématique. Et puis, de 1900... Il ne faut pas que je me trompe, j'ai un trou. De 1992 à 2004, ça doit être, si je ne me trompe pas. Enfin, dans ces années-là, on a la réintroduction du vautour moine qui est enclenchée avec une méthode différente. Donc cette fois-ci, c'est plutôt des jeunes, des poussins qui sont déposés dans une aire. On appelle ça la méthode du taquet. Et ces jeunes-là vont s'acclimater au lieu et plutôt rester dans le coin. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà une colonie de vautours fauves et que les vautours moines ont tendance à s'installer en périphérie de ces colonies-là. Lui est différent, il niche dans les arbres et dans des secteurs très, très calmes, dans des pentes, dans les gorges. Voilà, on est à peu près, cette année, on est à 22 couples de vautours moines pour l'instant, donc ça peut progresser un peu sur l'année, mais c'est dans ces eaux-là. Donc vous voyez qu'on est à des chiffres nettement moindres que le vautour fauve, c'est pas les mêmes espèces au niveau de la nourriture, ils sont pas sur la même niche écologique, ce qui explique qu'ils sont nettement inférieurs en quantité dans les populations. Voilà, donc ils ne se nourrissent pas de la même façon en fait. Ils se nourrissent pas de la même façon, c'est-à-dire que les vautours fauves, eux, ils sont spécialisés sur ce qui est chair, les parties molles en fait des cadavres, donc ce qui est en quantité la plus importante sur les cadavres. Et ils ont un système de prospection aussi, c'est une espèce grégaire, je l'ai dit, donc ils sont vraiment alliés, ils prospectent en groupe, chacun est à son poste, entre guillemets, à 1 kilomètre à peu près d'altitude, et ils se voient les uns les autres, et dès que l'un d'eux a repéré quelque chose, il va commencer à descendre, et donc pour tous les autres, c'est un signal de possibilité de se nourrir. Et voilà, c'est cette solidarité, on va dire, de groupe qui fait que donc la notion de groupe est importante, qui fait qu'ils vont pouvoir survivre. Donc ils sont plus nombreux, et ils sont plus nombreux aussi parce que c'est chair, enfin c'est parties molles, c'est ce qu'on trouve le plus sur les cadavres. Ensuite, en quantité moindre, on va trouver tout ce qui est parties plus dures, les cartilages, les nerfs, des bouts de peau et bien sûr des restes de chair, et ça c'est les vautours moines qui vont l'exploiter. Donc ils vont intervenir finalement en second temps sur les cadavres.
Et puis vient le vautour percnoptère qui lui est plutôt un grappilleur, si je peux dire, ça n'existe pas en français, mais bon, il va grappiller les restes, il a un bec qui est un peu recourbé, plus fin, c'est un vautour plus petit, et il va vraiment exploiter ce qui reste sur place. Il est aussi un peu coprophage, et il va s'intéresser bien sûr à des proies plus petites, des proies au sens nourriture, des cadavres plus petits. Voilà, et puis l'ultime recyclage, on va dire, enfin partie dans le recyclage, c'est l'intervention du gypaète barbu. Donc c'est une espèce qu'on a réintroduite que depuis l'année dernière, 2012. Donc c'est pas du tout consolidé, c'est vraiment le début du programme. Et lui, on l'appelle en espagnol le quebrantahuesos, ça veut dire le casseur d'os. Et donc il va intervenir tout à fait en dernier sur... donc il peut se nourrir d'os jusqu'à 30 cm, il peut ingérer un os de 30 cm. Et au-delà, pour les os les plus longs, les plus gros, il va les prendre et les casser sur des parties rocheuses. Et donc se nourrir des débris. Voilà, il faut savoir qu'en fait l'os fournit autant de protéines qu'un steak, hein, on va dire. Voilà. Donc c'est une valeur énergétique très importante. Mais là, il est vraiment très spécialisé. On voit vraiment un niveau de spécialisation élevé de l'espèce. Et donc avec ces 4 espèces, la dernière réintroduction en date du gypaète fait qu'on va boucler la partie du programme de réintroduction où cette fois-ci on a la guilde complète des vautours équarrisseurs. Donc ce qu'on retrouve classiquement dans toutes les zones d'Europe et d'Afrique du Nord, quoi, et jusqu'en Chine. Donc le vautour gypaète barbu, pour terminer au niveau des effectifs, là on est en fait à 2 jeunes uniquement qui survolent les grands cosses et tous les ans pendant au moins 5 ans, probablement 10 ans à minimum, on aura le lâcher de 2 à 3 jeunes par an pour espérer une reproduction au bout de ces 9 ou 10 ans. Donc ils sont adultes en fait entre 7 et 9 ans, donc assez tardivement. Et il ne pourra pas y avoir sur le Massif central plus que, mettons dans 50 ans, si tout se passe bien, une dizaine de couples de gypaètes barbus. Ils ont un système ils fonctionnent eux par territoire, contrairement aux autres vautours, qui n'ont pas de problème de promiscuité, de nécessité de territoire. Donc ce qui fait que voilà, déjà il peut y avoir peu de vautours et peu de gypaètes, pardon, et puis ils sont tellement spécialisés sur des eaux frais, etc., qu'ils sont très, très peu nombreux. Donc voilà, au niveau évolution du programme de réintroduction, où est-ce qu'on en est? Donc là je vais me faire l'avocat du diable. On entend beaucoup, notamment des agriculteurs qu'on a rencontrés, dire qu'il y a énormément de vautours maintenant, qui sont très nombreux. En plus, on voit qu'ils s'adaptent très bien, l'introduction est réussie. Et alors du coup, pourquoi, là je fais un peu de la provoque, mais pourquoi avoir persisté dans la réintroduction d'espèces alors qu'on entend des critiques comme quoi les vautours sont trop nombreux et qu'il n'y a plus assez pour les nourrir? Alors déjà, est-ce que c'est vrai cette affirmation, ou est-ce que c'est quelque chose qui est colporté Est-ce que c'est relié par les médias? Quel rôle jouent les médias par exemple là-dedans? Et si c'est vrai, pourquoi avoir persisté dans la réintroduction? Alors il y a plusieurs éléments. En ce qui concerne le trop, il y a trop de vautours, ou il y en a assez, voilà, c'est ce qu'on entend effectivement. On ne l'entend pas que de la part des éleveurs, on l'entend aussi d'habitants d'Écosse ou de touristes qui ont entendu parler de la problématique que nous on appelle les interactions entre vautours fauves et élevage, ou interactions vautours fauves et bétail domestique. Donc en fait ce trop, nous on y répond d'une part de la manière suivante, c'est-à-dire que j'ai sous les yeux là, plusieurs documents qui sont issus en fait des données de suivi de la population. Donc en fait il faut savoir déjà que c'est une des populations qui est la mieux suivie au monde, une des populations d'oiseaux. Donc depuis la réintroduction depuis 1981, on répertorie très précisément, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'on est relativement exhaustif, les nids de vautours
et les pontes. Et aussi, qu'advient-il de ces pontes? Combien il y a de jeunes qui naissent et combien il y en a qui vont s'envoler? Ça va nous permettre de calculer déjà le taux d'accroissement de la population, c'est-à-dire tous les ans combien il y a de pontes supplémentaires ou combien il y a de nouveaux couples reproducteurs supplémentaires. Donc on était à une moyenne on était plutôt autour de 10% par an taux d'accroissement, donc ce qui est relativement élevé. Par rapport à d'autres populations, il faut savoir que, en gros, la population des grands cosses, c'est une population, on va dire, exceptionnelle au niveau mondial. La très grande majorité des populations de vautours dans le monde, c'est l'inverse, c'est une régression forte, voire une disparition. Donc pas que pour le vautour fauve, pour plusieurs espèces un peu similaires, voilà, notamment dans le secteur Inde, Afrique, etc. Ensuite, on calcule aussi le succès reproducteur, donc c'est-à-dire combien de jeunes se sont envolés par rapport au nombre de pontes. Et là, on est autour de 0,70, donc 70% de réussite, on va dire, de jeunes qui prennent leur envol suite à une ponte, suite à un œuf. Et c'est ce qu'on retrouvait dans les populations natives, dans les Pyrénées ou en Espagne, par exemple, pour cette même espèce. On est dans des taux élevés, des taux très bons, et qui ne montrent pas de signes de faiblesse sur ces 30 années de suivi. Donc pour nous, on a des indicateurs qui sont au vert. On a aussi un accroissement du domaine vital de la colonie. Et donc ça veut dire, quand je dis ces indicateurs sont verts, ça veut dire qu'a priori la population est donc en adéquation avec les capacités d'accueil du milieu. Dans ces capacités d'accueil du milieu, on comprend deux facteurs essentiels. C'est la capacité d'accueil en nidification, et là on sait qu'on n'est pas du tout saturé. Il y a en fait plein d'air qu'ils ont utilisé à un moment donné et qu'ils n'utilisent plus, donc qui pourraient potentiellement être de nouveau utilisés, donc voilà. Et l'autre facteur limitant, c'est la disponibilité alimentaire. Donc ça, c'est un facteur qui est, pour toutes les espèces, un facteur limitant clé. De ce point de vue-là, vu les indicateurs, vu le résultat des indicateurs actuels, on dit, pour nous, il n'y a pas la disponibilité alimentaire ne joue pas en tant que facteur limitant pour l'instant. Voilà. Voilà, ensuite, donc ça c'est un premier niveau de réponse. Après, l'autre niveau de réponse, c'est que dans la question il y en a trop, enfin dans l'affirmation il y en a trop ou est-ce qu'il n'y en a pas assez, dans la question il y a, donc on en revient à ce que j'avais dit au départ par rapport aux conditions de réintroduction, c'est le niveau d'acceptation ou d'acceptabilité, donc au niveau social. Et là, effectivement, on pourrait dire que ça devient un facteur limitant. Ça a commencé par quelques voix et quelques plaintes en 2007. Ça s'est accru, donc j'ai les chiffres là au niveau. Bon, après on a mis en place un système de constat et d'expertise vétérinaire pour avoir des chiffres objectifs, des chiffres fiables, et pas que des on-dit. Et là par exemple, donc j'ai pas les résultats pour 2012 qui sont autour de 10 plaintes. Pour 2011, on avait 11 plaintes. Sur Lozère et Gard, j'ai pas les chiffres au niveau Aveyron, ils sont un peu plus élevés. Disons qu'on est autour de 50 plaintes, on a été autour de 50 plaintes maximum pour les départements Gard, Lozère et Aveyron en 2011. Sur ces plaintes, après, il faut analyser aussi le nombre d'interventions sur des animaux vivants par des vautours fauves. Et là, on est réellement en dessous. Donc si on prend les expertises que j'ai pour les résultats Lozère-Gard, on avait 15 plaintes, donc on est à 3 interventions antémortem. Donc ces interventions antémortem, le vautour peut intervenir de différentes manières. C'est-à-dire que soit il est facteur accompagnant, donc la mort était programmée en quelque sorte de l'animal était encore en vie, mais les vautours en intervenant, ils accompagnent cette mort. Ça peut être une forte boiterie qui a dégradé l'état de santé de l'animal, par exemple. Ensuite, on peut les avoir aussi en facteur aggravant ou en facteur déterminant. La différence entre les deux est un peu difficile à estimer, puisque si on fait appel à des experts et à des constats, c'est après coup. C'est après que l'événement ait eu lieu et l'éleveur a un doute. Et bien sûr, il n'y avait personne sur place pour constater. Donc on se base sur des indices.
Et là, donc on a eu des cas de retournement de matrice, ce qu'on appelle des prolapsus utérins. Donc c'est des situations de mise bas, en difficulté, où les vautours vont intervenir avant que l'animal soit mort. Donc en général, il y a une paralysie de l'arrière-train. Et puis les vautours savent que c'est des circonstances particulières où ils vont pouvoir avoir quelque chose à manger. Dans une situation normale de mise bas où tout se passe bien, il y a toujours une délivrance. Et les vautours sont là aussi en tant qu'équarrisseurs, ils vont nettoyer cette délivrance, ils vont la manger. Donc quand il y a une mise bas, ils peuvent intervenir, et effectivement sur une mise bas compliquée, en difficulté, ils peuvent aussi intervenir alors que sur cette difficulté-là, alors que l'animal pouvait être sauvé. Donc là, ils sont plutôt en facteur déterminant. Ils vont en gros tirer sur la matrice qui est sortie, qui ressemble à une délivrance ou à un morceau de viande. Je parle assez crûment, mais c'est la réalité qu'ils vont voir. Et en tirant dessus, ils vont provoquer une hémorragie rédhibitoire, puisque c'est une artère qui est impactée. Et donc si l'éleveur n'était pas là, il n'avait pas prévenu le vétérinaire dans les 2 heures après la constatation, en gros c'est terminé. Donc voilà, ils peuvent être accompagnants ou déterminants, mais on reste à un taux qui est relativement faible. J'enlève rien à la difficulté que ça représente pour les éleveurs, hein, mais c'est un taux qui reste faible. Donc voilà nous où on en est. On a ce niveau de les indicateurs donc, qui sont ouverts par rapport à la population, ces phénomènes qui existent et qui ont été relayés par les médias et transformés. Les vautours ont été transformés alors en prédateurs et on a parlé d'attaque. Pour le coup, c'est quelque chose que nous, on a recadré au niveau vocabulaire et on ne parle pas d'attaque en ce qui nous concerne, mais d'intervention ou d'interaction, intervention antémortem ou interaction vautour et bétail, parce qu'effectivement, ça n'a rien à voir. Ils restent bien nécrophages, mais par contre, ils sont opportunistes, comme beaucoup d'espèces, et ils vont donc profiter de toutes les situations. Alors, le sujet est un peu compliqué, donc là, j'ai peut-être un peu perdu le fil, mais je continue. Ça a été relayé par les médias et ça a créé des inquiétudes, et c'est parti à l'origine d'un phénomène qui s'est produit en Espagne. Donc, en 2005, au niveau de... Enfin, c'était antérieur, mais en Espagne, plusieurs régions d'Espagne décident de fermer ce qu'on appelle des mouladars. C'est des très gros charniers qui, en fait, ne sont pas des charniers calqués sur des troupeaux domestiques utilisant un milieu naturel pour se nourrir, des pâtures, mais ces charniers sont approvisionnés par une industrie, en fait, par des usines de porcs. Donc en fait c'est des restes de boucherie, hein, voilà, qui sont mis sur ces charniers. Donc effectivement, en Espagne, la population de vautours est quelque part assez artificialisée, puisque donc elle dépasse même 20 000 couples de vautours fauves, et cette population se nourrit beaucoup de cette manne alimentaire qui est plutôt en inadéquation avec la capacité du milieu. C'est pas des troupeaux, encore une fois, qui pâturent. Ça se passe... c'est déconnecté, voilà, c'est déconnecté du milieu. Donc, certaines provinces d'Espagne décident de fermer ces mouladars, ces charniers. À ce moment-là, la réaction au niveau des vautours va être brutale. Il va y avoir de la mortalité très forte au niveau des vautours fauves, de la migration, des mouvements vers les Pyrénées, notamment les Pyrénées françaises, parce qu'ils sont en situation de survie. Il faut qu'ils trouvent à manger. Donc on va retrouver là leur comportement opportuniste, naturel, j'insiste. Il n'y a pas de changement de comportement noté, il y a juste le fait que leur comportement opportuniste va être mis en exergue et qu'ils vont, en situation de survie, chercher à se nourrir. Donc ils vont exploiter toutes les possibilités. Dans les possibilités, il y a malheureusement les animaux qui sont encore vivants, en difficulté, plus ou moins grande. Une boîtrice, c'est quand même pas quelque chose de dramatique, l'animal est sauvable, mais les vautours vont descendre sur un certain nombre de cas comme ça. Ils vont tester, ils vont mettre, comme ils font pour les cadavres, mettre quelques coups, parce qu'ils sont pas c'est pas des prédateurs, hein, ils sont pas équipés au niveau des serres, au niveau de l'appréhension, etc. Et du coup, ils vont vérifier que c'est possible de manger, et si en gros l'animal ne se soustrait pas à leur coup de bec,
ils vont continuer, et effectivement, ils peuvent continuer sur des animaux vivants. Donc voilà, donc il y a eu ce phénomène-là, et puis il y a eu le phénomène, mais sur les Pyrénées françaises, hein, j'insiste, c'est pas venu jusque chez nous. Nous, on l'a pas constaté par rapport aux observations d'animaux bagués, notamment de vautours bagués. Ils vont se déplacer. Il va y avoir des mouvements de petits noyaux de population, et ils vont notamment aller beaucoup plus bas dans les piémonts, plus près des fermes, et une fois de plus pour exploiter toutes les possibilités, c'est-à-dire le cadavre qui traîne avant que l'équarrisseur arrive, la bête malade qui traîne autour des bâtiments et qui est en mauvais point. Voilà, donc c'est un peu ce phénomène qui s'est produit là-bas. Et à partir de là, médiatiquement, ça a été fortement relayé, donc en Espagne mais aussi en France. Et les éleveurs, plutôt dans les Pyrénées au départ, mais progressivement ça a migré chez nous. Le phénomène médiatique, hein, pas les vautours en surnombre. Et effectivement, du coup, les éleveurs ont commencé à avoir des inquiétudes. Donc nous, on a eu les premières plaintes en 2007 sur le cosméjean. Voilà, et donc à partir de 2007, on a essayé de répondre à leurs inquiétudes et essayer de mettre en place quelque chose d'objectif, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour voir qu'est-ce qui se passait. Donc si vous voulez bien me reposer la question de départ pour que je termine et que je conclue là-dessus. Peut-être savoir pourquoi avoir persisté dans l'introduction d'animaux. Voilà. Alors effectivement, d'un point de vue biologique, vous l'avez expliqué, il y a les capacités d'accueil, enfin, moi j'appelle ça comme oui. ça. Mais d'un point de vue social, apparemment, ça bloque un peu. Donc, est-ce que... Alors, ça bloque, c'était pour ça que je vous redemandais la question, parce que c'était vraiment important que j'y réponde. Ça bloque depuis peu de temps, en fait. On va dire que le pic, ça se traduit au niveau du nombre de plaintes. Le pic, ça a été l'année 2011, 2009, 2010, 2011 et même maintenant. Il y a effectivement une inquiétude qui est assez forte. Il faut savoir que donc jusqu'en 2004, je vous ai dit qu'on avait réintroduit les vautours moines, donc on était toujours dans des conditions d'acceptation optimale. En 2005, il y a eu une étude sociologique qui a été faite à ce sujet-là, donc par Sophie Bobet avec d'autres des étudiants, et la conclusion était que le niveau d'acceptation est très élevé et que les éleveurs et la population habitante d'Écosse en général, d'Écosse et des Gorges, connaît très bien le rôle des vautours, leur intérêt, et donc souhaite continuer à utiliser les vautours en tant qu'équarrisseurs naturels. Après, il y a eu ce phénomène donc, qui est arrivé, et effectivement, on constate une dégradation au niveau de l'acceptation. Ce qui fait que par rapport à ce que je vous ai dit au départ, au niveau de tous les indicateurs sont verts, et ben non, dans les indicateurs, il y en a un à prendre en compte aussi, c'est le niveau d'acceptabilité par la population humaine donc des vautours, et là, cet indicateur, il est passé au orange, je dirais. Il n'est pas complètement au rouge, loin de là, parce que là, par exemple, récemment, on doit fermer des charniers, donc je vais vous expliquer dans quel cadre ça se fait, et dans la fermeture de ces charniers, on va en fait 2/3 du volume qui était mis à disposition des vautours sur ces charniers va passer en placette, et le reste va être carrément arrêté. Donc il va y avoir une diminution de nourriture. Mais sur les 2/3, on n'a pas eu de difficulté en proposant aux éleveurs chez qui on ramasse, en leur disant voilà, on va arrêter les charniers et on va arrêter la collecte d'équarrissage chez vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez donner à l'équarrisseur industriel ou est-ce que vous voulez une placette d'alimentation? On n'a pas eu de difficulté. La plupart des éleveurs, donc je dirais que voilà, ça reflète un peu pour moi aussi ce qu'on ressent, la perception actuellement. Au moins 75-80% des éleveurs voient tout l'intérêt d'avoir des vautours sur le territoire pour leur rôle d'équarrisseur naturel. Donc on reste à un niveau très élevé quand même d'acceptation sociale. Et dernièrement, donc avec la réintroduction du gypaète barbu, on a eu l'occasion de le tester à nouveau puisqu'il y a eu une enquête publique, il y a eu plusieurs niveaux de concertation, donc au sein du comité interdépartemental qui a été mis en place sur les interactions vautours fauves élevage, au sein du conseil d'administration du parc national des Cévennes qui est composé d'une majorité d'élus du territoire, au sein du comité scientifique et au sein du comité syndical du parc naturel régional des Grands Causses, et la réponse a été oui, on est d'accord pour la réintroduction du gypaète barbu, avec bien sûr
le bémol, je dirais, mais qui a été relayé à minima, de s'assurer que ça n'allait pas poser de problème de réintroduire une nouvelle espèce. Voilà. Donc globalement pour moi le niveau, enfin c'est pour moi, mais quand je dis pour moi c'est en représentant le parc national des Cévennes et on travaille sous l'égide du préfet de Lozère qui est coordinateur pour les différents départements sur lesquels il y a la population des Grands Causses, donc Aveyron, Hérault, Gard, Lozère, Ardèche. Donc pour nous, on doit tenir compte de ce niveau d'acceptation. Il est mis à mal ces derniers temps et on doit communiquer et réfléchir avec les éleveurs sur comment on peut y répondre, comment on peut répondre à ces inquiétudes et est-ce qu'elles sont légitimes. Mais il n'y a pas on n'allait pas pour autant déstabiliser le programme complet. Je vous l'ai dit, ce qui est aussi important de voir, c'est qu'au niveau européen et même au niveau international, au niveau mondial, on est sur une des rares populations en progression. Et alors qu'ailleurs, ces populations-là, elles sont en déclin. C'est une espèce protégée pour laquelle la France a une part de responsabilité assez importante. Alors par exemple, quand les agriculteurs disent qu'ils ont des propositions de gestion de la quantité de vautours, par exemple par l'alimentation, qu'est-ce que vous leur répondez à eux, ou qu'est-ce que le parc envisage de faire, enfin comment ça se passe en fait par rapport à ces propositions? Donc déjà par rapport à... Il faut savoir, quand vous dites les agriculteurs, ça ne reflète pas les 100% des éleveurs. Voilà, il y a des opinions quand même très divergentes. En tous les cas, ce qui est porté au sein du comité interdépartemental, c'est vrai, c'est plutôt la voix de ceux qui pensent qu'il y a un problème, qu'il y a un réel problème, que les vautours sont devenus prédateurs et qui causent souci à des animaux vivants. Donc par rapport à cette voix qui est relayée fortement, les propositions des éleveurs de maîtriser l'alimentation ont été retenues par le comité interdépartemental. Il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises en œuvre et qui devraient se poursuivre. Il y a un comité prochainement, le 2 avril, qui devrait acter une phase supplémentaire. Donc, dans ce qui a été mis en œuvre, il y a d'une part le fait qu'il fallait connaître ce qui était mis à disposition des vautours en termes de volume et aussi de disposition dans l'espace. Pourquoi il fallait le connaître? Parce qu'il n'était pas question de jouer à l'apprenti sorcier. Il n'était pas question de faire comme en Espagne et de fermer brutalement, ou pour prendre une image assez réaliste, de couper le robinet de manière brutale et du coup d'accentuer leur comportement opportuniste naturel et donc d'aller au-devant d'une augmentation du nombre de plaintes. Donc ça a bien été acté et c'était, je crois, clair dans l'esprit de tout le monde. Ensuite, on était aussi tiraillé par le fait que, je vous l'ai dit, la majorité des éleveurs dit moi je veux une placette chez moi, ça m'intéresse parce que c'est rapide, ça coûte pas cher, j'ai moins d'équarrissage à payer, pour moi c'est confortable, ma bête morte qui avait une maladie ou autre, hop, je la dépose sur mon exploitation à un endroit, elle est très vite nettoyée, elle circule pas en camion sur plusieurs secteurs. Voilà, il y a tout un... Sans parler de ce que cela peut représenter pour nous au niveau biologique par rapport à la confortation de l'espèce, d'avoir un certain nombre de placettes, les éleveurs, eux, le plébiscitent aussi. Et donc, ensuite, le comité, donc, par rapport à ces éléments-là, a acté dans la connaissance, je vais dire déjà dans la maîtrise de la connaissance de l'alimentation, de savoir qu'est-ce qui était mis à disposition des vautours. Donc bien sûr, il y avait les charniers, les placettes existantes, ça on connaît précisément les volumes, ou on connaissait précisément les volumes. Par contre, il y a après tout ce qui était dépôt officieux. Donc là, il y a un certain nombre d'agriculteurs, toujours pour la même raison, plébiscitant l'équarrissage naturel par les vautours, qui déposaient officieusement des cadavres. Donc ça, c'est bien sûr interdit par la loi. Donc le préfet a fait établir une première liste de ces dépôts officieux sur la zone, on va dire, ce que nous on appelle la ZPS Gorge du Tarn et de la Jonte, et la partie ZPS des Cévennes, donc en gros le Causse Méjean et un petit peu du Causse de Sauveterre. Sur cette zone-là, ils ont identifié 40 éleveurs, donc ça c'était début 2011. Depuis que le comité existe, le comité a été créé en 2010, fin 2010.
Début 2011, 40 exploitations sont fichées, entre guillemets, comme réalisant des dépôts officieux. À partir de là, le comité décide de leur donner la possibilité de régulariser leur situation, donc il n'y a pas de procédures qui sont dressées déjà, à la demande des professionnels, enfin de leurs représentants. Soit ils prennent l'option de donner à l'équarrisseur industriel, et c'est de la nourriture qui est soustraite aux vautours, soit ils prennent l'option de faire une placette d'alimentation pour vautours. On avait demandé cette option, le comité avait validé cette option, parce que sinon on se retrouvait dans le cas de figure de l'Espagne où on fermait brutalement et on enlevait un tonnage conséquent aux vautours, donc avec un risque de plainte derrière. Sur les 40, il y a eu 16 exploitations qui ont choisi d'avoir des placettes. Le reste, donc 24 exploitations, ont choisi de donner à l'équarrisseur industriel. Ce qui fait qu'on a déjà eu en 2011 une première diminution de la nourriture donnée aux vautours. Je sais que c'est pas toujours vu comme ça par les éleveurs et notamment par ceux qui représentent les éleveurs au sein du comité, mais ça c'était déjà une réalité. Ensuite, c'est vrai que mes collègues de la DDT ou de la préfecture m'en voudront peut-être de dire ça, mais c'est vrai que le dossier a traîné notamment sur 2012. Bon, il y a eu un autre événement, l'arrivée du loup en 2012, qui a fait qu'on a été fortement mobilisés pour le coup sur un réel problème de prédation sur les troupeaux domestiques. Et donc, c'est vrai que ça a traîné un petit peu. Cela dit, on n'a pas laissé tomber les éleveurs pour autant. Et on a réfléchi, donc nous, Parc, on alimente 2 charniers. On est sous-traitant de l'équarrisseur industriel Sarval. On ramasse chez 39 éleveurs, je crois. Enfin, peut-être un peu moins, une trentaine d'éleveurs. Et on dépose donc ces cadavres sur 2 charniers. On a décidé pour des raisons biologiques, mais aussi pour répondre à l'attente des éleveurs au niveau du comité, de fermer ces 2 charniers. Mais toujours pareil, de ne pas les fermer de manière brutale. Donc 70% du volume, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, devrait se retrouver sous forme de placettes. Et donc il y aura une diminution de 30% de ce volume-là. Donc ça doit faire 30% de 13 tonnes. Qui ne sera plus donné aux vautours. Donc on s'inscrit toujours dans ce qu'ils ont demandé. C'est-à-dire qu'eux, considérant qu'il y en a trop, et que donc le facteur limitant sur lequel nous pouvons jouer est la nourriture, ils souhaitent qu'il y ait une diminution de cette nourriture. Nous avons penché plutôt pour argumenter sur une baisse globale du niveau de nourriture donnée, plutôt que sur des à-coups, ce que voulaient les agriculteurs ponctuels. Donc eux disaient on met des placettes à tous ceux qui en veulent, et par contre l'éleveur sur sa placette ne mettra pas de bêtes, mettons au mois de décembre, janvier, février, c'est-à-dire au moment où les couples se forment et où les pontes ont lieu, et donc au moment où si les vautours ont un signal fort, j'ai plus de nourriture, je vais pas m'accoupler et je vais pas me reproduire. Je ne vais pas dépenser de l'énergie. Là, on est sur des espèces longévives, donc la stratégie, c'est la conservation de la survie des adultes en priorité par rapport aux jeunes. Nous, on a trouvé... donc il y avait cette possibilité-là, il y avait aussi la possibilité au moment de l'été de carrément de réalimenter, donc de remettre de la nourriture sur les placettes, pour éviter des plaintes, c'est-à-dire on se dit en été c'est vrai qu'il y a moins de nourriture déposée puisque l'essentiel de la nourriture est lié aux périodes d'agnelage, c'est là qu'il y a le plus de mortalité, même s'il y a de la mortalité sur toute l'année, c'est là où il y a des pics, et donc en été effectivement on est plutôt dans le creux de la vague. C'est là où il y a les jeunes qui arrivent, qui ont besoin de nourriture supplémentaire, et puis où il y a les adultes qui doivent être nourris. Et donc les éleveurs disaient, si on alimente à ce moment-là des animaux, j'en sais rien, congelés ou autres, enfin une manne qu'on aurait stockée, on évitera peut-être les plaintes. Bon, nous, ce système-là nous paraissait très artificiel, est très compliqué aussi à mettre en œuvre, que ce soit pour les éleveurs, pour coordonner l'ensemble des éleveurs, et donc par rapport aux indicateurs que nous suivons, et par rapport à l'avis des scientifiques que nous avons recueillis, on a plutôt proposé si on souhaitait de limiter l'alimentation, la limiter de manière globale. Donc nous, on a plutôt l'impression de répondre à leurs attentes. Voilà. Certains parlent aussi de stress causé par la présence des animaux.
Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Et du coup, ça permet aussi de faire le lien vers les liens que vous avez avec les vétérinaires, notamment la LPO. Quel lien vous avez? Alors là, je vais dire c'est quelque chose que je vais noter parce que pour l'instant, moi, j'ai pas noté. On n'a pas eu cette remontée là, donc on n'a pas comme sur d'autres prédateurs, des prédateurs avérés comme le loup par exemple, effectivement, où il y a le phénomène de stress et de difficulté du coup par rapport à la gestation qui peut être perturbée, donc des avortements, etc. Pour les vautours, moi, à ma connaissance, on n'a jamais été saisi par rapport à ces questions-là. Après, je fais confiance aux éleveurs, hein, ils observent leurs troupeaux, donc c'est eux aussi qui sont à même de voir certaines choses. Nous, on est moins au fait là-dessus, c'est vrai. Donc, à voir avec eux, pour qu'ils nous précisent les choses. C'est peut-être des choses qu'il faut creuser un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Que normalement sur un troupeau bien constitué où il n'y a pas d'éléments en difficulté, de sujets en difficulté, il n'y a pas de raison que les vautours descendent à proximité du troupeau. Après, il y a les situations de mise bas dont j'ai déjà parlé, où c'est effectivement des situations à risque, on va dire, d'interaction, c'est-à-dire que là, les vautours, effectivement, ont pris, je reviendrai dessus parce qu'en fait il y a deux phénomènes parallèles à mon sens qui expliquent cette problématique, l'origine de cette problématique en dehors des médias. Effectivement il y a le fait que les vautours ils sont opportunistes, ils sont longévifs, donc ils apprennent. Et dans l'apprentissage, ils se sont probablement rendus compte que les situations de mise basse, que je disais tout à l'heure, présentent un intérêt. L'intérêt, c'est qu'il y a une délivrance. L'intérêt, ça peut être aussi qu'il y a de la mortalité sur les agneaux. L'intérêt, c'est effectivement des animaux qui peuvent être en difficulté et donc pour lesquels il va y avoir une manne de nourriture, ça peut représenter une manne de nourriture plus importante. Cet apprentissage-là fait qu'ils vont repérer les sites où il y a de la mise bas, notamment en plein air. Donc il y en a très peu de mise bas en plein air, déjà, il faut le savoir. À ma connaissance, il doit y avoir maximum 3 sites sur le Méjean, 3 éleveurs. Après, il peut toujours y en avoir avec des décalages, hein, mais là, c'est sur du petit nombre. Mais des éleveurs qui font de la mise bas intégrale plein air, j'en connais que 3 sur le Méjean. Cela dit, donc je comprends leur situation, j'en ai déjà discuté avec eux d'ailleurs, et effectivement là, pour moi, c'est des situations à risque. Donc je reconnais que les vautours restent perchés à proximité et attendent qu'il y ait une délivrance, qu'il y ait une opportunité. Et effectivement, je comprends que les éleveurs peuvent avoir des inquiétudes. Après, parmi ces éleveurs, il y en a qui ont, tous en gros, ont l'inquiétude, mais à des degrés divers. Et la plupart choisissent de continuer à le plein air intégral pour la mise bas. Si vous voulez, il n'y a pas un pourcentage élevé pour autant de problématiques, de mortalité liées aux vautours, donc là où ils interviendraient en facteur déterminant sur des animaux vivants. Ça reste faible, voire inexistant, parce que nous, il y avait un des 3 éleveurs, là, donc une femme qui m'avait contacté en me disant « Mais si tu veux, viens observer, viens filmer pour voir comment ça se passe et pour montrer qu'ils viennent bien chercher les délivrances, ils ne sont pas là pour prédater à l'origine. » Maintenant, je reconnais que les éleveurs ne peuvent pas être partout, que maintenant il y a le système de parc de parc en pâturage, et qu'il s'appuie là-dessus pour le gardiennage, donc il n'y a pas de présence continue, ça c'est un facteur important d'évolution ces dernières années, et effectivement tout ce qui est faune sauvage, prédatrice ou opportuniste, donc je comprends les vautours là-dedans, mais il y a aussi les sangliers, les renards, elle peut profiter de cette manne de nourriture. Les éleveurs étant pas là, ça reste une difficulté. Ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on reconnaît et on est prêt à réfléchir avec eux, à voir comment on peut essayer de diminuer le risque ou de soustraire carrément ces événements au risque. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus parce que effectivement pour moi, à l'origine de cette problématique,
Il y a d'une part ce phénomène, donc le comportement opportuniste qui était naturel. Donc là, je réponds à votre question d'évolution comportementale des vautours. D'après toutes les expertises qui ont été faites dans les Pyrénées et chez nous, on peut dire qu'il n'y a pas d'évolution de comportement, si ce n'est une mise en exergue possible du comportement opportuniste, surtout dans les situations de survie, et un apprentissage naturel des situations où ils vont avoir le plus de nourriture à tirer, quoi, en fait. Voilà. Et puis, il y a un deuxième phénomène, et là, pour le coup, la question du trop peut se poser, c'est-à-dire qu'effectivement, le nombre, je vous l'ai expliqué, c'est une espèce grégaire, pour sa prospection, ils prospectent en groupe, et donc, effectivement, le fait qu'ils soient plus nombreux fait qu'ils sont très efficaces. Donc, ils vont intervenir très rapidement. Avec des conditions météorologiques la plupart du temps, enfin la plupart des journées dans l'année bonnes, les vautours en 20 minutes, à partir du milieu de journée, vont être sur place au moment où il y a un cadavre ou une situation de mise bas difficile par exemple, et en 20 minutes après, il n'y aura plus rien, quoi. Voilà. Donc effectivement, je vais dire ce qui leur nuit quelque part, c'est cette efficacité. Voilà. Parce que l'éleveur n'a pas le temps, souvent c'est en voyant les vautours qu'il sait qu'il y a un problème ou qu'il s'est passé quelque chose sur son troupeau. Donc il y va, et là il est devant le fait accompli, il est devant l'incertitude. Est-ce que les vautours ont été aggravants, accompagnants, déterminants dans le phénomène de mortalité? S'il avait vu quelque chose, déjà détecté quelque chose sur son troupeau, et c'est souvent le cas, il sait que c'était un animal qui était voué à la mort, donc ça lui pose pas trop de difficultés. Mais c'est vrai que l'inquiétude ambiante médiatisée sur les vautours transformés en prédateurs, et puis d'un autre côté cette difficulté liée à la rapidité de leur intervention, fait qu'ils s'interrogent vraiment, et là je comprends, c'est une difficulté pour eux, quoi. Ils savent pas ce qui s'est passé. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez de cette approche technique par le diagnostic par les vétérinaires? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça répond à une demande? Alors, oui, je pense que c'est pertinent, parce que je sais que les éleveurs, ou une partie des éleveurs, vont avoir du mal à me croire, mais bon, je suis un agent assermenté, et au-delà de ça, je vous l'ai dit, j'ai des origines agricoles et j'ai pas pour habitude de raconter des mensonges, voilà. C'est fait dans un cadre tout à fait objectif. Donc nous, il y a un agent assermenté qui intervient et un vétérinaire. L'agent assermenté, il est là justement pour s'assurer que ça se fait bien de manière objective. Donc il relève tous les éléments objectifs, dont le témoignage de l'éleveur ou des observateurs, des tiers, etc. Il relève un certain nombre d'éléments. Le but n'est pas de mettre en accusation l'éleveur. Le but est de voir qu'est-ce qui s'est passé, essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, l'expert, le vétérinaire, a un rôle déterminant, parce que nous, on est capable de le faire dans une certaine mesure, mais eux, beaucoup plus. C'est-à-dire qu'ils vont être capables de relever sur l'animal ou sur les lieux alentours un certain nombre d'indices pour savoir si l'intervention des vautours s'est faite ante-mortem ou post-mortem. Et donc là, c'est des choses que, quand on fait l'expertise avec les éleveurs, on leur montre sur place. Parce que c'est vrai que ça fait un peu police scientifique à la télé. On a l'impression qu'ils peuvent douter, quoi, de notre capacité d'expertise. Excusez-moi. Et cela dit, donc ils font ça sur la base d'une grille, de la même manière. Donc on s'est basé sur des expertises qui ont été faites, une méthode qui a été mise au point par une vétérinaire experte qui a fait beaucoup d'expertises dans les Pyrénées. Et donc les vétérinaires, en fait, selon les cas, c'est toujours pareil, mais il y a un certain nombre de cas, et la formation qui leur a été donnée fait qu'ils ont pu affiner leurs connaissances, leur niveau de connaissance, et ces dernières années, ils ont un bon niveau de connaissance. Ça veut dire qu'on a très peu de constats ou d'expertise, en fait, où on n'a pas de conclusion, parce que avant on avait des taux beaucoup plus élevés sur pas de conclusion, parce que les vétérinaires avaient moins d'expérience, moins de connaissances, étaient moins bien formés. Là, on a rassemblé vraiment le plus de connaissances possible. On a fait des très bonnes formations depuis 2011, et donc le niveau d'expertise est monté en puissance, je dirais, et on a très peu de cas où on ne peut pas conclure. Après, selon les éléments, il y a des fois où ça va être très clair,
où en retournant la peau, par exemple, on va avoir des hématomes, etc., donc, ou des saignements qui témoignent d'une intervention antémortem. Dans d'autres cas, le vétérinaire va avoir un faisceau d'indices qui va pencher plus sur de l'intervention classique équarrissage post-mortem ou de l'intervention antémortem. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est une expertise, donc il rend un avis, il prend une décision, il décide selon ce qu'il a vu d'orienter plus sur une réponse ou sur l'autre. Cela dit qu'elle reste contestable et l'éleveur a toute possibilité de la contester. Il peut d'ailleurs faire appel à son vétérinaire traitant qui peut assister à l'expertise sans la faire lui-même, mais il peut assister à l'expertise et il peut après rédiger un rapport contradictoire. Le but, c'est pas de dire aux éleveurs vous avez tort. Le but, c'est vraiment de savoir ce qui s'est passé. Et je dirais que ces expertises et ces constats, pour moi, arrivent à leur limite. Ils ont encore une utilité dans le sens où on va voir les éleveurs, notamment dans les zones où les vautours sont moins connus, donc les zones plutôt périphériques à la zone d'installation de la colonie au niveau des nidifications, puisque là, on est beaucoup en relation avec les éleveurs, donc on est à même de leur amener cette information, ils connaissent bien les vautours, donc on a moins d'informations globalement à faire. Mais c'est vrai qu'en périphérie, plus loin, ça permet au moins de donner une information claire et objective à l'éleveur. Et puis, je dirais qu'on en a moins besoin parce que ça fait plusieurs années qu'on pratique ce genre d'expertise dans les Pyrénées, ils l'ont fait avant nous, et qu'on se rend compte que oui, on peut affirmer que les vautours sont un problème à un moment donné sur un faible pourcentage. Donc je crois que dans les Pyrénées, ils étaient arrivés à moins de 1% de cas d'intervention antémortem, donc avec pas mal de difficultés de toute façon où les animaux allaient mourir. Mais enfin bref, il reste quand même 1% de ce comportement opportuniste, on va dire, qui est relevé. Donc c'est les 1% des mortalités des troupeaux au niveau pyrénéen. On arrive un peu au bout de ce que voulaient démontrer ces constats et expertises. À l'époque, dans les Pyrénées, on s'était posé la question, est-ce qu'il y a une évolution comportementale des vautours ? La réponse est non. La réponse est, on sait qu'il y a un certain nombre de situations où les interactions sont possibles. Voilà, donc pour moi, ces constats et expertises, ils ont une valeur encore nécessaire dans le sens communication et information, voilà, et garder un indicateur qui reste fiable par rapport à tout ce qui est perception. Et où souvent on est quand même... la perception, c'est comme pour la météo, quoi. D'une année sur l'autre, on dit le réchauffement climatique, ça se connaît vraiment, mais en fait, on n'a plus en tête le nombre de jours avec des températures supérieures à 20 degrés, avec les précipitations élevées. Enfin, c'est très empirique. Là, on reste du coup avec un indicateur qui reste fiable. Donc, je dirais que c'est l'intérêt que ça présente. Sinon, pour moi, on a démontré ce qu'on avait à démontrer, et c'est vrai que... on va pouvoir se poser la question de l'opportunité de continuer. Je pense que c'est pas à nous d'y répondre. Ça sera probablement au plan national d'action vautour élevage qui devrait se décider et être validé en 2013. Donc ça, c'est le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement qui y travaillent. Et probablement que eux nous diront est-ce qu'on doit continuer ou pas. Est-ce que vous pouvez nous détailler la communication que vous faites auprès des éleveurs et auprès des habitants et des touristes par rapport aux vautours ? Est-ce qu'il y a des réunions ? Est-ce que c'est de la formation par des plaquettes ou des journaux ? Voilà. Quel type d'échange et de communication et jusqu'où vous intégrez les remarques des agriculteurs ? Comment vous les prenez en compte ? Alors, au niveau communication, on a toujours communiqué, je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la réintroduction depuis le début, parce que c'est au cœur de notre métier, que c'est une espèce qui est vraiment liée aux paysages agro-pastoraux d'Écosse, voilà, et qui intéresse beaucoup le public touristique notamment, donc les élèves aussi, tout ce qui est scolaire, voilà. Universitaire par rapport au suivi scientifique, donc on communique beaucoup. Je dirais qu'on est plutôt dans une forme de communication de rapport humain, donc d'homme à homme ou de femme à homme, donc avec que ce soit les éleveurs ou les touristes au travers de nos animations, ou les scolaires au travers d'animations, ou les universitaires dans le cadre de forums, de conférences ou autres.
ou des rapports ou des conversations un peu plus poussées sur avec des étudiants qui prennent souvent les vautours comme sujet de recherche ou d'études. Après, au niveau donc information matérielle, sous forme de plaquettes, etc. On continue de faire des choses. On a des plaquettes d'information générale au parc et sur les vautours en particulier. Donc l'année dernière, on a aussi fait pour le parc sur le site internet, on a un système de petites vidéos en fait avec sur différentes thématiques. Et donc on avait proposé la thématique vautour, donc il y a un petit film qui a été fait là-dessus, justement avec les différents acteurs, de manière à montrer quelque chose, alors pour le coup, pas très objectif, je reconnais, non, enfin relativement objectif, mais disons quand même plutôt pour redorer un peu le blason des vautours, parce que effectivement il y avait un certain nombre de choses qui sont dites et qui sont fausses, donc c'était un peu pour redonner des éléments, voilà, à n'importe qui, et notamment à la population locale, voilà, pour qu'elle ait des éléments de réflexion et de positionnement. Donc on travaille en association fortement sur ce dossier depuis le début avec la Ligue pour la protection des oiseaux Grand Cos, donc la section Grand Cos qui est basée à Peyrelot, et donc eux aussi ont beaucoup de communication sous forme d'animation ou ou matériellement ou par internet. Donc il y a des plaquettes assez complètes là-dessus qui nient pas du tout le sujet d'interaction vautour élevage, donc ils le présentent et qui en parlent. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ça? Et sinon après, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous l'ai dit, nous, ça fait partie de nos missions de gérer la population de vautours et de conforter ces espèces protégées, donc au niveau du parc, mais on travaille sous l'égide du préfet, sous l'égide du comité interdépartemental. Donc bien sûr, on apporte un niveau d'expertise et on rappelle les missions du parc national par rapport à ces espèces, mais on s'inscrit, à mon sens, dans les demandes des éleveurs. Après, bien sûr, on ne peut pas répondre, de même qu'on ne le fait pas avec des écologistes ou avec des associations écologistes, on ne répond pas à des demandes qui vont dans des extrêmes. On essaie d'avoir quelque chose d'équilibré. C'est le but de la manœuvre, équilibré par rapport à cette relation homme-nature. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'il y a des réunions, par exemple, où les éleveurs font des remarques? Est-ce que c'est pris en compte? Comment est-ce que c'est au niveau des outils? Alors après, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau du conseil d'administration et au niveau du bureau du conseil d'administration, le sujet vautour a été plusieurs fois débattu. Donc les élus et socio-professionnels qui sont représentés dans ces instances se sont fait écho de ce que les éleveurs ou les représentants des éleveurs au niveau syndical portaient comme message. Donc c'est pour ça qu'on en arrive plus rapidement que prévu à la fermeture dès le 1er juillet 2013 des charniers du parc, avec une diminution du volume. Voilà, donc pour moi, on répond quand même fortement à leur attente. Après, encore une fois, on ne veut pas jouer aux apprentis sorciers, on ne veut pas faire n'importe quoi. Du coup, on essaye d'être modéré ou de modérer leurs demandes. Voilà. Et la dernière question, en fait, va porter sur les primes. Alors juste, excusez-moi, je vous coupe parce qu'il y a un élément que je voulais vous dire, j'ai oublié. Il y a, par rapport à la communication, je pense qu'effectivement le rapport homme à homme est très important parce que c'est des moments privilégiés où on peut aller un peu plus à fond dans le sujet. Et que les gens peuvent poser aussi librement leurs questions et qu'on n'a pas affaire qu'à des représentants syndicaux. J'ai rien contre les représentants syndicaux, hein. Je l'ai été aussi moi, donc voilà. Mais je pense que c'est bien que chaque citoyen, chaque éleveur ait cette information en direct. Je sais que ce n'est pas suffisant et nous en sommes vraiment conscients et il y a eu un défaut là-dessus, il faut le reconnaître. Il y a un défaut de communication, on devrait communiquer encore plus. Donc il y a la lettre vautour élevage qui est faite par le comité mais qui devrait être diffusée plus largement, donc j'espère qu'on va arriver à ce schéma-là rapidement. On sait aussi que... nous, au niveau du parc, donc même si on travaille sous couvert, on va dire, de l'ordre préfectoral par rapport à ce sujet, on va faire un numéro de Serre en Valatte plus poussé sur cette thématique, de manière à ce que les éleveurs aient le maximum d'informations. Et là, encore une fois, sans
parti pris, en essayant d'être objectif au point d'équilibre, donc entre les perceptions de trop ou pas assez, trop de vautours ou les vautours sont en adéquation avec le milieu. Et puis on a aussi le projet donc j'espère que ça verra le jour fin 2013, d'une journée de réflexion avec des intervenants extérieurs, scientifiques ou autres, sur les vautours et sur cette problématique, de manière à ce que les élus de la zone Parc National des Cévennes puissent avoir, enfin les élus majoritairement, mais ça sera probablement ouvert aussi aux socioprofessionnels, pour qu'ils aient une vision assez complète de ce sujet et puissent du coup avoir un positionnement plus éclairé. Voilà. Donc je termine quand même parce qu'effectivement j'ai été assez imprécise. Effectivement je pense qu'on doit communiquer encore et on a un effort considérable de communication à faire encore. Et oui, donc la dernière question, et je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus ou pas en fait, c'est certains éleveurs qui estiment qu'ils devraient avoir des primes par exemple pour compenser justement le stress ou la perte d'animaux causée par les vautours. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que vous pensez que ça peut être une chose intéressante ou pas? Alors, c'est une question qui a été soulevée déjà en comité interdépartemental, qui l'est moins, parce que globalement, ce qui nous est traduit comme message, c'est plutôt... on ne demande pas, en tous les cas, il n'est pas clairement demandé d'indemnisation, mais c'est vrai que la pression qui est faite quand même sur la préfecture traduit peut-être cette volonté. La réponse, c'est la réponse du ministère. Pour l'instant, il n'y a pas d'indemnisation et il n'y a pas de volonté pour qu'il y ait une indemnisation. Parce que, encore une fois, on est dans des systèmes... dans un cas où on est avec des rapaces nécrophages, pas des prédateurs, que c'est une espèce protégée et que donc elle a aussi sa place. Et le ministère n'a pas envie de rentrer dans ce système-là. Voilà, au niveau préfectoral non plus. Et au niveau du Parc National des Cévennes, on s'inscrira forcément dans ce cadre-là. Après, ce que je peux dire, c'est que sur les situations de difficultés particulières, où les troupeaux peuvent être dans des situations à risque, dont on a parlé tout à l'heure, là on peut essayer de réfléchir avec eux pour voir si on peut disposer le parc sur un autre endroit ou d'une manière différente pour que les vautours soient moins à même, pour diminuer le comportement opportuniste à ce moment-là à cet endroit-là. Et puis, ce que je peux dire aussi, c'est que pour revenir sur un sujet qui est en fait sur lequel on travaille plus au final avec les éleveurs sur le plan technique, c'est l'aspect de perturbation des zones, des abreuvoirs ou des lavognes, etc. Donc les vautours en fait ont besoin de se baigner après les curées et ils vont souiller l'eau. Donc là, à chaque fois que les éleveurs estiment qu'il y a une difficulté, on essaye, on trouve une solution technique, et là, le parc finance la solution technique. Voilà. Donc ça peut être la création d'un nouveau point d'abreuvement à côté, et donc où les vautours ne pourront pas pénétrer, ne pourront pas accéder, et donc du coup qu'il y ait cohabitation sur 2 points à proximité. Après c'est au cas par cas, mais on analyse la situation avec eux et on essaye de trouver une solution. Oui, parce qu'effectivement, avant l'entretien, vous nous disiez que le réel problème, par contre, causé par les vautours, c'est... À ma connaissance, oui. Voilà. Moi, ce que je ressens, c'est la difficulté principale de ce qui m'est rapporté sur le territoire parc, en tous les cas pour le Méjean et le Sauveterre. Encore, c'est pas des nombres, c'est pas des quantités de dossiers importantes, mais une fois par an, à peu près, on doit voir un point d'abreuvement où il y a cette difficulté qui se présente. Voilà. Après, je me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je nie pas du tout la difficulté qu'ils peuvent avoir que j'ai exposé sur les interactions vautours et bétail. Voilà. Et pour conclure, je vous demanderais si vous voulez ajouter quelque chose, une question que j'ai pas posée ou quelque chose que vous auriez précisé.
Non, enfin, j'ai pas grand chose à ajouter. Je pense qu'on a balayé assez largement. J'ai probablement oublié des choses, ça c'est sûr. Après, tout ce que je peux dire, c'est que nous, on reste vraiment ouverts. Je crois que les éleveurs le savent de toute façon pour discuter avec eux et pour trouver une solution. Et que je pense que la situation, c'est ce que je pensais déjà avant et que malheureusement j'avais exprimé comme ça aux éleveurs et je savais pas que ça allait se produire aussi rapidement, mais je pense que pour moi la situation sera beaucoup plus compliquée avec un prédateur comme le loup, et où là j'aurai beaucoup plus de difficultés, nous aurons beaucoup plus de difficultés à répondre à leurs préoccupations et à la protection des troupeaux. Pour moi, les vautours, c'est malheureusement... Alors là, je dépasse peut-être un peu le cadre... donné par ma direction ou par la préfecture, mais je pense que c'est un sujet qui est essentiellement médiatique et qui est aussi politisé et utilisé. Voilà, j'espère que maintenant je veux bien entendre quand même l'inquiétude générale là-dessus, et on l'entend, et donc il faut y travailler dessus. Mais encore une fois, je pense qu'il faut qu'on mette notre énergie sur des problèmes réels et beaucoup plus importants, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.